on a le plaisir de retrouver Florence, voilà, au théorème de Fégère. et le théorème de Fégère avec un magnifique menu panoramique qu'elle va nous décrire. On va regarder les fonctions continues depuis périodiques. On va munir de la norme infinie. On va s'intéresser à sigma de x, qui est la somme de moins n à n de exponentielle ik de x. Et puis on va prendre leur moyenne, qu'on va appeler le noyau de Fégère. Et ensuite, on va travailler sur la convolution de Kn et de f, qui se représente sous la forme de 1 sur 2pi de l'intégrale de 0 à 2pi de f de x moins y, Kn de y dy. Et l'objectif, ça va être de montrer qu'en fait, cette fonction f qui est prise dans cet ensemble peut être approchée justement de façon uniforme par cette convolution. Et ensuite, on verra en dernière partie que cette convolution en fait, correspond à la moyenne de Césarot des sommes partielles de la série de Fourier et de la fonction f en l'occurrence. Et du coup, on pourra conclure sur ce théorème de Fégère qui dira qu'en fait, ces fonctions qui sont continues depuis périodiques peuvent être donc limite uniforme de ces moyennes de Césarot. Voilà. Eh ben, on y va, on est parti. Alors déjà pour des questions de calcul, on va attaquer la question 1, qui est la partie calculatoire. Déjà, si on regarde Kn de x, on utilise les sigmas. Et pour chacune des sigmas, je vais m'intéresser simplement à l'intégrale de 0 à 2pi de exponentielle ik de x dx. Et cette intégrale, en fait, si k égale à 0, ça va nous faire 1, donc on obtiendra 2pi si k égale à 0. Et puis ici, non, ben, ça nous fait 0. Et du coup, c'est intéressant parce que du coup, on va pouvoir conclure en utilisant la linéarité de l'intégrale que, justement, 1 sur 2pi de l'intégrale de 0 à 2pi d kn dx dx seront égaux à 1. Ce sera utile dans nos calculs tout à l'heure. La deuxième partie, en fait, c'est utile de voir kn de x sous cette forme parce que c'est un réel positif. On va prendre x qui n'appartient pas à 2pi z, je vous expliquerai tout à l'heure, et on va reprendre l'expression de kn de x. Sa définition, c'est la moyenne, donc 1 sur n, alors n appartenant à n étoile, de la somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 des sigma k de x. Or, les sigma k de x, alors je vais changer puisque du coup c'est un k, ça va être la somme de j égale à moins k jusqu'à k des exponentielles i j de x. En fait, on va pouvoir voir ça comme une série géométrique puisque en plus on aura justement pris par précaution x qui n'appartient pas à 2pi z, du coup exponentielle, on peut le voir sous cette forme, exponentielle x puissance j. Voilà. Et donc du coup, ça va nous donner, on va regarder juste celui-là déjà, ça nous fait ça, c'est égal à, après ce raisonnement, on peut l'écrire sous la forme exponentielle ix, exposant k, moins exponentielle moins ix, exponentielle. Alors là, ça va nous faire k plus 1, pardon, et là, ça va nous faire k. Et au dénominateur, on aura exponentielle x moins 1. On va utiliser cette expression, l'introduire là-dedans, ce qui va nous donner kn de x est égal à 1 sur n. Ensuite, on voit que le dénominateur ne dépend pas de k, donc je vais le sortir tout de suite. Donc du coup, c'est k. On va se retrouver, comme tout à l'heure, avec une somme de k égale à 0 jusqu'à n-1 de l'exponentielle ik puissance k plus 1 moins la somme de k égale
0 jusqu'à n-1 de l'exponentielle moins ix puissance k. Même raisonnement, on a pris x de telle façon à ce qu'on puisse les considérer comme à partir de séries géométriques. Donc du coup, je vais pouvoir présenter cette expression sous la forme exponentielle ix. Alors, ça va nous donner la première exponentielle ix puissance n moins 1 et la deuxième exponentielle moins exponentielle moins ix puissance n. Et on aura à chaque fois exponentielle ix moins 1 qui sera au dénominateur dans celle-ci et dans celle-ci. Multiplié à celle-ci, ça va faire un carré. Alors, on en est encore loin du sinus, mais on va s'en inspirer. Donc, du coup, ici, on va le décomposer pour avoir une expression sous cette forme. Le exponentiel ix va se simplifier là parce que je veux diviser par 2. Et du coup, il va se simplifier lorsque je vais le mettre au carré avec celui-là. Et du coup, il va nous rester simplement 1 sur n. Au dénominateur, je vais avoir exponentielle ix sur 2 moins exponentielle moins ix sur 2 au carré. Et ensuite, au numérateur, je vais avoir exponentielle inx sur 2 moins exponentielle moins inx sur 2 au carré. Ça, c'est le double du carré de sinus nx sur 2. Et... Enfin, en fait, le double, même, non. Le carré du double. Le carré du double. Donc, il y aura 4 ici et 4 en bas. Sauf que là, ça sera le sinus qu'on connaît là. Donc, après simplification, on retrouve l'expression 1 sur n du carré de sinus en nx sur 2 sur le carré de sinus en x sur 2. Voilà. Ensuite, deuxième épisode, c'est le noyau, c'est-à-dire qu'on a une convergence uniforme. Alors, on va s'intéresser à la différence des deux et on va voir qu'ils convergent. Alors, on va d'abord l'exprimer. On va prendre x qui appartient à R. On peut se mettre même sur 0 de pi. Voilà, on va rester sur un instant. Alors, je prends la différence des deux. Et je vais utiliser la question 1. La question 1, on a montré que cette expression était égale à 1. Donc je peux multiplier f de x par cette expression. Ensuite, j'utilise l'expression de la convolution. Et par la linéarité de l'intégrale, je vais pouvoir écrire cette différence comme 1 sur 2pi de l'intégrale de 0 à 2pi de f de x moins y moins f de x facteur de kn de y. Bien, alors on veut étudier cette différence. Donc je vais la mettre sa norme, enfin je vais regarder à la majorée, et donc du coup ça va être inférieur ou égal à 1 sur 2pi de l'intégrale de 0 à 2pi de la norme de la différence f de x moins y moins f de y, et de la norme de kn de y, mais je viens de démontrer pour que y compris entre 0 et 2pi, on va faire sauter les extrémités pour qu'on soit dans ces conditions-là. Et donc, du coup, ça sera exprimé sous la forme d'un réel positif. Donc, je vais l'écrire sous cette forme. Ensuite, mon objectif, ça va être de majorer ça de telle façon à ce que ça soit indépendant de x. Et donc, du coup, je vais m'intéresser à f. Alors, f, on l'a prise dans E. E, c'est l'ensemble des fonctions continues de pi périodique. Et donc, du coup, je vais me mettre sur l'intervalle. La fonction, elle va être continue si je la prends sur l'intervalle 0 de pi, c'est un compact.
par le théorème de Heim, elle est uniformément continue, ce qui signifie que quel que soit epsilon, il existe un état à partir duquel, quel que soit x, y qui appartiennent à 0 de pi, si je les prends suffisamment proches l'un de l'autre, je peux en conclure que l'écart des images va être petit. Voilà. Alors ça, je vais l'utiliser, je vais me fixer un epsilon, je vais en prendre un, et du coup j'aurai l'existence de état, et je vais découper cet intervalle 0 de pi en utilisant la relation de Chasles. Et je vais le découper de telle façon à ce que je puisse exploiter cette situation-là et majorer cette différence par epsilon. Alors je vais le découper en 3 parties. Cet ensemble, je vais l'appeler I. Ce qui est à l'intérieur pour me gagner, je vais voilà, pour éviter de le réécrire. Et du coup, le I, je vais le décomposer donc en 3 parties, en une somme de 3 termes. La première, on va l'appeler I1, c'est 1 sur 2 pi, de l'intégrale de 0 à état, de l'expression qui est sous l'intégrale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Y est compris entre 0 et état. Si Y est compris entre 0 et état, maintenant je regarde la différence de ces deux abscisses. La différence des deux, ça sera moins Y, mais en norme, ça sera inférieur à Y, qui sera dans les conditions, la norme de Y est inférieure à état. Donc je vais pouvoir appliquer le fait que F est uniforme, et du coup je vais pouvoir majorer cette différence par epsilon. Le epsilon, il ne dépend pas de... Enfin, je peux le sortir si je majore, et du coup je vais me retrouver avec 1 sur 2pi de l'intégrale de 0 à... je vais l'écrire parce que du coup on va avoir 1 sur inférieur à epsilon, et je peux majorer l'intervalle de 0 à état à l'intervalle de 0 à 2pi. Il va me rester ici celui-là. Et on sait que celui-là est toujours égal à 1. Donc dans tous les cas, c'est inférieur à epsilon. Je vais m'intéresser à la troisième. Je ferai la deuxième après. La troisième, c'est celle qui sera de l'intervalle de 2pi moins état jusqu'à 2pi. Et devant, on retrouve le 1 sur 2pi. L'expression qui est sous l'intégrale, c'est la même. Et je vais utiliser exactement le même raisonnement. Parce que du coup, je vais avoir le même intervalle. Donc, ça sera inférieur à epsilon. Et la deuxième, la numéro 2, c'est 1 sur 2pi de l'intégrale de état à 2pi moins état. Et ici, ce qu'on a dessous, je vais majorer ceci par 2 fois la norme de f, la norme infinie. Je peux parce que f, elle est continue. Et cette norme-là sera finie. Et ensuite, au dénominateur, vu que j'ai pris y qui est compris entre état et 2pi moins état, je suis dans ces conditions-là. Donc, je peux réinvestir cette expression-là et je la majore par n, donc par 1 sur, ça c'est majoré par 1, donc 1 sur n sinus au carré, mais là ça sera état sur 2. Et ça tend vers 0, donc pour un n assez grand, on pourra avoir aussi cette troisième expression qui sera majorée par epsilon. Bilan des courses, eh ben, on va avoir que la convolution, la différence de la convolution avec f sera strictement inférieure à 3pi. Et donc ça c'est vrai quel que soit x qui appartient à R, donc du coup je peux avoir, je peux dire que la norme est inférieure à 3 epsilon, donc on a que la convolution de Kn et de F tend uniformément vers F
quand n tend vers plus l'infini. Et ensuite, on va voir que cette expression est égale à cette convolution. Que cette expression est égale à, pour n différent de 0, on va regarder la moyenne de Césaro des séries, des sommes partielles de la série de Fourier de f. Alors pour k qui va de 0 jusqu'à n-1, on va l'exprimer. Donc ça nous fait 1 sur n de la somme de k égale à 0 jusqu'à n-1. La série de Fourier, c'est pas la série de Fourier, c'est la somme partielle. Donc de j égale à moins k jusqu'à k. Des coefficients de Fourier. Alors les coefficients de Fourier, c'est 1 sur 2pi, donc je vais le sortir tout de suite. Ici. De l'intégrale de 0 à 2pi. Alors, de f de y, on va avoir un exponentiel. Il reste une minute. Hein. D'accord, on va essayer d'y arriver. Et donc, on va avoir x moins y dy. Alors, ici, je vais faire un changement de variable. Le changement de variable, ça sera u égale à x moins y. Et après ce changement de variable, on va se retrouver avec l'expression suivante. Donc, je reprends de l'intégrale de 0 à 2pi f de x moins y exponentielle u j y, le u je l'ai remis en y, et du coup là je retrouve, hop, ça c'est mon sigma, donc sigma k de y. Ensuite le 1 sur n de la somme de k de 0 jusqu'à n-1 des sigma, c'est mon k n en y qui va rester dedans. Et donc, il va me rester 1 sur 2pi, ça va être dans de l'intégrale de 0 à 2pi, de f de x moins y, kn de y, et là je reconnais la forme de la convolution de f. On a démontré précédemment que cette convolution convergeait uniformément vers f, donc je peux en conclure que la moyenne de Césaro des termes des sommes partielles des séries de Fourier de k convergent uniformément vers f. Et donc ça finit de conclure le théorème de Fégère qui dit que lorsqu'on a une fonction continue depuis périodique sur R, cette moyenne de Césaro converge uniformément vers f. Passer aux petites questions. Donc, est-ce qu'on peut voir ce théorème de Fégère le comparer à d'autres résultats que l'on a avec d'autres hypothèses sur F? Alors, je ne sais pas jusqu'où le sens de la question, mais déjà on a une Oui. convergence uniforme, donc ça nous fait penser au théorème de Weierstrass. Oui. Le théorème de Weierstrass, où lorsque tu as une fonction qui est continue sur un segment AB fermé, tu peux l'approcher uniformément par une suite de fonctions polynomiales. D'accord. Alors bon, là, je parlais plutôt par rapport au théorème de série de Fourier. Ah, alors en fait là, on pourrait très bien approcher la fonction f directement par la série de Fourier, mais il faudrait que les conditions soient un peu différentes. Il faudrait que notre fonction soit aussi C1 par morceau. D'accord. Et là, on aurait une convergence uniforme. On aurait une convergence même normale. Normale. En prenant simplement la série de Fourier, on D'accord. a une convergence normale, donc une convergence uniforme. Ok. Et si f n'est même pas continue, ou il faudrait qu'elle soit quand même simplement continue, C1, continue par morceau, si elle est juste continue par morceau, eh ben, elle serait, la série de Fourier serait convergentionnelle de façon quadratique. D'accord. Bon, très bien. Pourquoi on a choisi x n'appartenant pas à 2πz? Pour la condition de quand on travaille avec les termes de série géométrique, parce qu'on va l'avoir au dénominateur. D'accord. C'est la formule de la série géométrique, Voilà. où on a deux formules. La raison, voilà. Sinon, la raison, vas-y, va jusqu'au bout. La raison doit être différente de 1. Voilà, la raison doit être différente de 1 pour appliquer cette formule. Donc du coup, c'est valable à la fois pour celle-ci D'accord. et
Mhm. aussi. Et c'est pour ça qu'on a séparé avec un état pour pouvoir appliquer cette formule. Ensuite, où est-ce qu'on s'est servi de cette expression Kn de x? Parce que tu as dit, par exemple, c'est important que ce soit réel. Alors, à quel moment on s'en est vraiment servi? Oui. En fait, quand j'ai majoré par la norme de ce qui était sous l'intégrale, Oui, oui. et ben, du coup, j'ai pris simplement la norme de la différence des images Oui, oui. de f. Parce que Kn de y est... Voilà, et ben, c'est un réel positif. Voilà, c'est un réel positif, ouais, c'est là. Dans les bonnes conditions de tout à l'heure. D'accord. J'en vois que l'intérêt ici. Oui, oui. La continuité de f, elle sert à quel moment, l'hypothèse de continuité? Oui. Appliquer le théorème de Hein, et Ouais. du coup, on a ce état qui ne dépend pas des x et y, et du coup, ça pourrait, je peux engendrer la convergence uniforme. D'accord. La continuité La uniforme. continuité uniforme, oui, oui. Maintenant, tu as parlé de polynômes trigonométriques. Comment est-ce qu'on peut voir que Kn, la convolution Kn étoile f, est un polynôme, justement, trigonométrique? Plusieurs façons. Je trouve que la plus simple, c'est que du coup, vu qu'on a démontré que la convolution était égale à la moyenne de Césareux des séries de Fourier, Mhm. on l'apprend automatiquement, puisque les séries de Fourier, ce sont les sommes partielles Mhm. de séries de Fourier, enfin de Oui, termes, oui, oui. enfin, de sommes partielles de séries de Fourier sont des polynômes trigonométriques, D'accord. puisqu'elles sont exprimées en exponentielle kx. Ok, bon, très bien. Pourquoi ça s'appelle un noyau? C'est quoi le morphisme? Alors, du noyau, donc ça doit annuler un morphisme. Non, non, c'est parce qu'on est en analyse et qu'ils appellent les noyaux. Voilà, c'est un piège. Je ne m'étais pas posé la question. C'est vrai quand le noyau de Fégère. Voilà, non, mais c'est un noyau. C'est des noyaux pour les analyses, c'est pas des noyaux pour les C'est algébriques. Lambrois qui ont fait ça. Certainement.